Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruteur et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Taylor, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Taylor de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour à toi Maud, comment tu vas aujourd'hui ? Écoute Léo, je suis super ravie de te voir aujourd'hui dans les locaux de WeWork. Waouh, ce beau placement de produit qui n'était pas intentionnel. Vrai, merci Maud, je demanderai peut-être 20% à WeWork pour avoir placé ce nom en début d'épisode. Et en plus, tu as une vie magnifique sur tout Paris aujourd'hui, avec du coup un beau ciel bleu, n'est-ce pas ? Parce que des fois, il fait beau à Paris. Exactement, et une culture aussi d'entreprise très particulière à WeWork. Mais alors oui, plus maintenant, tu vois, j'ai parlé beaucoup à des gens en interne dans les bureaux, et c'est vrai qu'avant, c'était un peu taré comme culture, tu pourras nous en parler. Mais aujourd'hui, ça va, c'est devenu plus une boîte un peu normale et fréquentable, avec un CEO qui, pour le coup, n'est pas un mec un peu taré. Ouais. Mais bon, du coup c'est le but en effet de l'épisode d'aujourd'hui. On va parler culture d'entreprise et le lien que ça a avec le recrutement. C'est un sujet qui moi m'intéresse beaucoup, donc quand tu m'as dit je saute dessus, c'est le sujet que j'ai envie de traiter dans le podcast. Je me suis dit chouette, on va pouvoir en parler, donc ravi de parler de ça avec toi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle culture d'entreprise, est-ce que tu pourrais nous dire, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Maud, qui es-tu et ce que tu fais aujourd'hui ? Écoute, je m'appelle Maud, comme tu l'as très bien dit. J'ai été dans la marmite du recrutement depuis plus de 13 ans. J'ai été diplômée en 2013. Waouh, ça date. Faut pas dire des choses comme ça. Et le recrutement à l'époque n'était pas tout à fait ce qu'il était aujourd'hui. Et puis depuis plus de 7 ans maintenant, je navigue dans l'univers des startups, notamment dans la partie RH. Donc j'ai cette double casquette que j'aime beaucoup. Je peux tant faire du recrutement que des RH et c'est chouette. Et pour notamment les startups early stage et série A, c'est un vrai avantage. Merci beaucoup pour cette presse. Donc tu es, je suppose, le genre de personne qui va dire que le recrutement est RH ? C'est ça. Et tu sais qu'on se bat là-dessus, mais... là je grince des dents, là. Je sais. C'est un débat, mais on pourra refaire un podcast si tu veux dessus. On pourra faire un clash même, tu vois, genre mais deux équipes de 2 contre 2, est-ce que c'est RH ou pas ? Ça serait rigolo. Hein. Ouais, et juste, maintenant je suis à mon compte depuis plus de 2 ans. Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, et j'accompagne des startups dans les problématiques RH et recrutement. Voilà, je précise juste ça. Non mais très bien, t'as raison de préciser. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing de ce que va contenir cet épisode, de ce qu'on a préparé ensemble ? C'est quoi un peu les mots-clés, les thèmes qu'on va aborder avant qu'on rentre dedans ? Waouh, écoute, déjà culture, déjà valeurs, scorecards, plein de sujets passionnants qu'on va aborder et d'où ça vient et comment on met en place surtout. Ouais, pas mal de sujets hyper intéressants et on va couper cet épisode grosso modo en 2, donc il y aura une partie un peu théorique au début et après beaucoup plus pratique après. Et donc je propose de plonger la tête la première dans la partie théorique. Et quand on parle de culture, tout le monde un peu a sa définition. Et avant que tu me donnes la tienne ou les tiennes de celles que tu trouves intéressantes, qu'est-ce que ce n'est pas la culture d'entreprise ? Avant de la définition, c'est quoi l'anti-définition de la culture ? C'est vrai que moi j'ai eu la chance, tu vois, dans mon parcours de rejoindre des sociétés qui ont toujours eu des cultures très fortes et notamment des cultures très radicales. Alors pour moi, vraiment, c'est vraiment la culture, ce que n'est pas, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et je trouve ça, c'est une phrase simple, et c'est vraiment ça pour moi, ce que la culture n'est pas. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de déconstruire ça ensemble et de mettre en exergue, en tout cas, ce qu'il faut faire pour créer une belle culture d'entreprise. T'as des exemples de ça ? Parce que ça peut être beaucoup de boîtes, des exemples de boîtes qui disent on est trop chouette et en fait en interne c'est pété. Écoute, il y a 2, tu vois, j'ai pris 2 exemples dont une française qui est Ubisoft, qui est coucou Ubisoft. Moi en plus qui est gameuse depuis très jeune, j'avais envie d'en parler puisque tu vois, il y a le fondateur qui est très très connu, Yves Guillemot, qui disait dans une interview en 2018 la valeur de notre entreprise c'est nos équipes, leur talent
talent et leur diversité, j'appuie bien derrière ce mot final. Et finalement, on se rend compte en pleine période du Covid qu'il y a eu des dizaines de témoignages d'accusations graves contre l'entreprise, des harcèlements sexuels, des tentatives d'agression, des managers qui ont été protégés, une équipe RH qui avait des œillères, donc très compliqué, voilà, pas de protection. Et donc c'est vraiment pour moi l'archétype de la start-up, ou l'entreprise qui se dit qu'il y a des valeurs fortes, mais derrière qui n'agit pas. Et pour moi, c'est un des exemples forts en France que l'on a. Donc un exemple en effet à ne pas reproduire. Voilà, surtout pas. Après, il me semble, pour pas non plus faire du trash talk sur Ubisoft, qu'après ils ont justement viré les personnes qui étaient accusées de tout ça. Et aujourd'hui, je sais pas où ça en est. Ça a duré quand même longtemps. Ça a duré longtemps, une sorte de chasse un peu aux sorcières, comme on dit. Même si cette expression d'ailleurs quand ils pensent c'est horrible, chasse aux sorcières. Oui. Mais du coup, ils ont décidé d'enlever les personnes qui du coup avaient commis ces actes ou étaient soupçonnées de les avoir commis. Et aujourd'hui, tu sais où ça en est, s'il y a plus personne qui est. Ouais, le problème d'Ubisoft, c'est que ça a quand même duré longtemps. C'est pour ça que pour moi, ça a traîné, ça s'est su de tous les niveaux, et donc c'est quand même compliqué à défendre, je trouve. Aujourd'hui, oui, notamment, je sais plus, je crois que c'était le directeur qui s'occupait des jeux vidéo, etc., qui est parti, c'était lui quand même, et donc ça a créé toute une culture néfaste autour de ces actions-là. La DRH aussi est partie, bien sûr, mais en effet, voilà. Mais l'objectif, c'est que j'espère que le CEO va impulser en tout cas un nouveau souffle, et de mettre en place en tout cas des actions concrètes. Mais j'attends de voir. Mais pour moi, ça a pris quand même beaucoup de temps. Ça s'est su. Il y avait beaucoup de non-dits. Donc attention, c'est pas dingue. Ok, t'as un mini petit exemple avant qu'on définisse la culture? Je pense que c'est un exemple qui est très connu, notamment aux États-Unis. C'est Enron. Je sais pas si on dit Enron ou Enron, je sais plus. Enron. Voilà. Donc là, une valeur pour eux, c'était l'intégrité. Donc une valeur très forte. Et puis voilà, on s'est rendu compte que l'entreprise gonflait artificiellement ses profits tout en masquant des déficits, avec une multitude de sociétés, tout ce qu'on aime. Et donc voilà, ça a fait un gros flop. Et donc ça s'est su, et donc très compliqué derrière après. Forcément, c'est pas dingue. Oui, c'est pas dingue. Dur après d'attirer les gens en disant que ta valeur c'est l'intégrité. Du coup, c'est quoi alors la culture? Comment tu la définirais, soit avec tes mots ou les mots d'autres personnes? C'est quoi pour toi une culture d'entreprise? Ouais, alors moi je vais prendre mes mots, et puis on prendra aussi d'autres mots, notamment de sociétés de start-up en France qui ont bien réussi, en tout cas en termes de culture d'entreprise. Pour moi, c'est vraiment ce lieu où résident différentes personnalités, sensibilités d'un bien commun, et on avance tous et toutes dans le même but. Et donc, c'est ça, en fait, parler de culture, c'est aussi de parler de groupe. On est plusieurs groupes sociaux, pardon. Comment tu dis groupe social? Je fais plein de fautes d'orthographe. Des groupes. Des groupes, Ok, des groupes. Et donc la culture, tu vois, la culture d'entreprise, c'est vraiment la coexistence de plusieurs groupes d'individus. Donc tu peux avoir des groupes structurels au niveau hiérarchique, les managers, les développeurs, ou plutôt des groupes de référence comme les LGBT+ dans une entreprise. Et donc c'est vraiment ça, une culture, c'est la coexistence de plusieurs groupes sociaux, je vais utiliser ce mot-là, qui fait que l'entreprise derrière va créer, en rajoutant ces briques de culture d'entreprise, notamment autour de valeurs, de rituels, de routine, d'un modèle d'organisation. On parlera notamment de la Contoé. Je trouve que c'est un super modèle qui reprend bien ça, où ces groupes peuvent coexister ensemble en harmonie avec des routines, des rituels, une organisation du travail qui est claire pour tout le monde. Ok, trop bien. Donc ça, c'est ta définition. Est-ce que tu aurais d'autres choses, d'autres éléments, tu penses, qui sont intéressants pour définir la culture en plus de ça? Mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est les gens avant l'organisation, en fait. Enfin, la culture, c'est les gens qui la composent. C'est pas la structure, c'est pas les locaux, c'est pas j'en sais rien. Parce que c'est faux quand ils pensent l'entreprise. C'est une personne morale, tu vois. C'est pas vrai, c'est pas palpable. Ce qui est vrai, c'est les gens qu'il y a dedans. Exactement. Et c'est vraiment la culture, c'est vraiment pour un groupe humain. Donc et donc une culture va être différente d'un groupe à un autre. L'objectif, c'est derrière comment l'entreprise va fédérer en fait ces plusieurs groupes sociaux au sein d'une appartenance globale, tu vois, où l'individu, donc toi Léo et moi Maud, on va pouvoir s'identifier à cette organisation, à ces valeurs, à ces routines. Et donc il y a un livre qui est chouette, qui est de Jean-Charles Samuelian Verbe, de Healthy Business, donc qui reprend la culture d'Allen. Lui, il dit que la culture est le ciment des différentes briques de cet habitat professionnel commun qu'est l'entreprise. Elle est une construction ouverte, évolutive, vivante, dont les fondations doivent être solides et visibles, comprises et partagées. Ces fondations, ce sont les valeurs de notre culture d'entreprise. Donc je trouve que c'est une belle
C'est une belle définition, voilà, pour en tout cas tourner vers l'excellence, le bien-être, la performance, la responsabilité, en tout cas, ce que l'entreprise souhaite pour Bien sa sûr. culture d'entreprise. Ouais. Trop bien. Donc merci pour ces différentes définitions. En effet, alors le livre de Jean-Charles Samuelian est vraiment chouette sur Alan. Meilleure lecture, je pense, quasiment que j'ai fait dans les business parce que c'est très concret et activable et c'est pas. T'as des business qui sont très théoriques et là vraiment c'est ok. Voilà ce qu'on a fait chez Alan. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien. Pourquoi, comment. Donc très chouette. Merci pour cet exemple. En plus du coup du tien. Donc on sait mieux ce qu'est la culture et pourquoi en fait on en fait toute une histoire parce qu'on parle beaucoup de culture d'entreprise. Moi le premier, il y a un an, j'ai fait un petit article sur ça, sur la culture d'entreprise et le recrutement. Pourquoi c'est si important d'en parler? Écoute, moi, la culture d'entreprise, c'est venu très tard dans mon parcours. J'ai fait du recrutement sans culture, finalement, tu vois. Et à un moment donné, quand j'ai rejoint notamment Stanley Robotics, qui était une de mes premières startups, qui avait une culture très forte, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de la culture et d'un même groupe social qui partage en tout cas des mêmes valeurs. Et c'est là où je me suis dit, oui, il y a vraiment une importance au niveau de la culture et comment fédérer, en fait, voilà, ces groupes sociaux sous un même étendard, on va dire. Et on peut vraiment créer un sentiment d'appartenance fort dans une entreprise. Et vraiment, moi, je me suis prise aussi moi-même dans le truc de la culture. Et ça a été vraiment une chouette expérience. Et toujours aujourd'hui, on en parle encore. Donc c'est ça aussi, c'est on devient derrière des ambassadeurs de cette culture d'entreprise qui était assez particulière. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a des boîtes qui n'ont pas de culture d'entreprise? Oui. Et comment ça se fait du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est qu'en fait, à un moment donné, et c'est dommage, c'est que les fondateurs ou les fondatrices ne prennent pas le temps en fait de définir la culture d'entreprise. Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? Quels sont les comportements que je veux voir? Quels sont les comportements que je ne veux pas voir? Quelle est l'organisation en termes de travail? Et donc, tu vois, là, récemment, un CEO, il me dit, oh là là, mais cette personne, j'aime pas du tout les présentations qu'elle fait. Ok, c'est un point. Mais est-ce qu'on a défini, en fait, comment on souhaite que les personnes fassent du project management et présentent tel ou tel produit? Donc, c'est vrai, en fait, ça définit, pour moi, c'est vraiment la ligne rouge de la culture d'entreprise sur qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et je trouve que The Contoway, ils ont vraiment réussi à mettre ça en place. C'est difficile, ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine. Il faut vraiment que les fondateurs, les fondatrices le portent. Ça vient pas on dit toujours ça vient du bottom. Non, ça vient aussi beaucoup du top. Et c'est vraiment important qu'ils prennent le temps, elles prennent le temps pour définir en tout cas cette culture d'entreprise. Et donc trop souvent, c'est le temps, on est dans le rush, les investissements, on n'a pas le temps, il faut qu'on recrute. Mais le problème, c'est qu'après, écoute, on peut avoir le meilleur recruteur au monde, si derrière on n'a pas tous les éléments de culture, c'est compliqué de faire. On peut avoir très vite du turnover, etc. Enfin, tous les sujets qu'on peut connaître. Oui, les gens s'en vont s'il n'y a pas une culture qui leur plaît. C'est une des raisons principales de départ. La culture qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Donc, qui ne convient pas quand dans l'onboarding, tu as réalisé que ça ne t'allait pas. Ou qui ne convient plus quand en cours de route, ça évolue par rapport aux gens que tu as, par rapport à ce que la boîte décide de faire. C'est du coup des raisons de départ souvent qui sont assez fortes. Et du coup, là, ce que tu parlais beaucoup du Contoway, donc du coup, qui est lié à la culture de chez l'entreprise Conto, qui est du coup une start-up. Est-ce que tu peux nous dire si du coup, il y a des différences dans une start-up par rapport à du grand groupe, par rapport à des boîtes qui sont plus anciennes peut-être? Est-ce qu'il y a une différence quand tu crées une culture dans une start-up ou dans une boîte plus tradie, disons? Ah oui, c'est sûr. Je pense que tu vois, dans les boîtes traditionnelles, le challenge, c'est que si tu prends des sociétés comme Coca-Cola, c'est des sociétés qui ont des centaines d'années. Et donc, c'est sûr que la culture bouge aussi selon la société dans laquelle on vit. Donc c'est vrai que les startups aujourd'hui ont cette facilité en tout cas de pouvoir créer cette culture-là. Et c'est pour ça que c'est important parce que c'est fondatrice pour la croissance des salariés. Elle définit, tu vois, la stratégie. Elle va créer, comme j'ai dit tout à l'heure, les types de comportements et notamment pour moi, ce qui est important et la spécificité d'une startup, c'est cette notion d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb, que j'aime beaucoup, parce qu'il définit en fait 3 types, tu vois, d'individus, d'organisations, les fragiles, les robustes et les antifragiles. Et notamment là, en 2020, avec le Covid, des startups ont dû faire face à cette notion-là d'antifragilité. Et juste pour rappeler un petit peu ce que c'est, dis-nous tout. C'est vraiment la capacité en fait de faire en sorte à cause du stress, de la force ou du chaos, donc comme le Covid, ça a été un chaos
du jour au lendemain, c'est cette capacité en fait à la start-up de pouvoir se reconstruire, se réadapter. Et donc il y a des sociétés qui arrivent très bien, d'autres non. Et donc c'est vraiment cette thèse-là où, par exemple, si je reprends l'exemple de Stanley Robotics, pendant le Covid, c'est un robot autonome qui optimise l'espace dans les parkings d'aéroports. Voilà, l'aéroport Covid, aéroport tourisme, voilà, il n'y avait plus rien. Et c'est retrouver en tout cas cette force de réapprentissage en retrouvant, voilà, en retournant en tout cas son business model et de réussir à grandir et à apprendre en tout cas de ses erreurs. Et donc c'est vrai que je trouvais c'est vraiment une force au niveau des startups de pouvoir comme ça en tout cas apprendre du chaos, apprendre des difficultés et de renforcer en tout cas ses positions. Ouais. Ouais, t'as une sorte de crise qui va se passer, que ce soit du coup là, une crise sanitaire, une crise économique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a plein de boîtes qui au final vont vivre des choses différentes, parce qu'elles se disent là j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je fais, et donc qui du coup vont changer leur fusil d'épaule. Comment toi, tu aurais des exemples de boîtes qui justement arrivent à survivre comme ça à ce chaos et donc sont antifragiles? On a Netflix qui est pour moi c'était une start-up à l'époque, mais aujourd'hui on connaît Netflix comme on connaît aujourd'hui, comme une plateforme de streaming. Qui fait tout doom. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier que Netflix a vécu quand même 4 transitions avec succès. Donc la location de DVD au streaming. Donc avant, faut se dire, il y a peut-être 10-15 ans, moi je l'ai connu, je ne sais pas si tu as connu cette période-là où tu allais aux vidéocassettes et puis tu louais. Comment on appelait ça? DVD Tech, DVD, je ne sais plus. Je crois comment c'était vidéocassettes. Vidéoclub. Vidéoclub, un truc comme ça. Voilà. Okay. Après, ils ont fait du streaming et maintenant ils lancent des productions. Donc, ils ont maintenant leur propre série, ils ont leur propre studio, et c'était américain, mais non, ils sont dans le monde entier. Donc, c'est vraiment pour moi un exemple Netflix de cette notion d'antifragilité, c'est qu'ils vraiment se nourrissent de ce chaos, de stress, et ils arrivent en tout cas à toujours se redéfinir. Par exemple, le contraire, ce serait par exemple Nokia qui a pas réussi sa phase smartphone, ou Kodak qui a mis beaucoup de temps. En tout cas, aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais ils ont mis un peu de mal au niveau de la photographie numérique. Et donc, c'est vraiment cette capacité, vraiment, voilà, à se nourrir de ce chaos, grandir, évoluer. Voilà. Et donc, je trouve que les startups qui ont en tout cas une belle culture d'entreprise sont des startups qui arrivent à naviguer aussi dans le chaos. Ouais. Et comment t'expliques du coup le fait que tout ça soit lié à la culture, parce qu'on pourrait même extrapoler, et souvent les cultures, tu vas me dire si t'es d'accord, mais dans la plupart des boîtes, on demande au RH de faire ça, alors que du coup ça devrait être quelque chose des dirigeants et des dirigeantes, des gens qui créent les boîtes, et souvent on dit tiens toi RH vas-y mets-moi 4 mots sur un papier, 4 mots sur un piano, et vas-y chante la culture d'entreprise devant tout le monde, ça marche pas comme ça. Et donc du coup ce que t'es en train de dire, c'est qu'en fait la culture d'entreprise, donc du coup quelque chose de très people, et de la manière dont les gens travaillent, a un impact sur le business, et fait ou défait des boîtes. Donc en fait ce que t'es en train de dire, c'est que la culture, qui est quelque chose de RH, est beaucoup plus forte que beaucoup d'autres choses dans le business, pour du coup faire la profitabilité pour la boîte. Pour moi aujourd'hui la culture c'est la chose la plus forte dans une entreprise, et c'est vraiment une opinion assez forte que j'ai, c'est qu'aujourd'hui les entreprises pour moi qui n'arrivent pas à mettre en place une culture d'entreprise, je paie pas cher de leur peau, tu vois, à grandir en tout cas dans nos sociétés, à vraiment viser le long terme. On peut avoir des startups qui vont, on a vu avec Mero, on lève 500 millions d'euros, mais là il y avait aucune culture d'entreprise, ça a été très compliqué, il y a aucun suivi, etc. Aujourd'hui ils sont en PLS, ils sont en plan social, donc c'est très compliqué. Et donc je pense que les cultures, les startups qui vraiment pour moi survivent au fur et à mesure des années, ce sont vraiment des cultures fortes. Doctolib, Alan, on a tous ces noms-là, ou plus grands comme Netflix, qui je trouve un superbe aussi, une superbe exemple de culture radicale aussi. Et donc voilà, Trop bien. Du coup, la culture est fondamentale. Et comment maintenant est-ce qu'on lie ça au recrutement? Je propose de passer dans cette deuxième partie où comment concrètement on applique ça au recrutement. C'était un peu cette deuxième partie qu'on s'était mis d'accord pour faire. Donc admettons, tu es quelqu'un qui nous écoute, qui est recruteur, recruteuse, RH, manager, dirigeant, dirigeante, quelqu'un qui doit recruter au quotidien. Et comme tu le sais, il y a plein de gens qui recrutent. Comment du coup on applique ça au recrutement? Et déjà, je pense que en tant que spécialiste du recrutement, c'est très dur d'aborder les sujets de culture parce que quand on arrive dans une première équipe seule, parfois en tant que TAM,
Et ben c'est vrai qu'on doit vite être dans le jus, on doit vite recruter, etc. Ouais. Et malheureusement, c'est là où on peut avoir pas mal d'erreurs de recrutement qui peuvent arriver parce qu'on ne sait pas définir en fait qu'est-ce que la société recherche, qu'est-ce que l'entreprise recherche en tant que comportement positif ou des comportements qu'on ne veut pas voir. Et donc, pour moi, s'il y a différentes façons de le voir, déjà, si je suis fondateur, fondatrice et je souhaite construire une start-up dans le temps, je vais vraiment aller commencer à réfléchir en fait à quel environnement j'ai envie d'apporter, quelles sont les valeurs de ma société, quels sont les comportements que je n'ai pas du tout envie de voir. Déjà, il faut commencer par ceux qu'on n'a pas envie de voir. C'est déjà ton anticulture en fait. Voilà, ton anticulture, exactement, les antivaleurs. Et derrière, si toi tu es au niveau du recrutement, c'est ne pas hésiter en fait, surtout quand on arrive dans des startups early stage, série A, c'est vraiment de se dire, faire un travail de fond avec les fondateurs et les fondatrices, leur expliquer par A plus B. Voilà, et vous pouvez reprendre l'exemple de Healthy Business d'Alan en disant, mais voilà, j'ai lu Alan, j'ai analysé leur culture, voici ce que je propose et comment on pourrait créer en tout cas cette culture d'entreprise ensemble. Et souvent, voilà, les fondateurs et les fondatrices, c'est juste leur mettre 4 heures dans leur agenda et de commencer en fait à discuter, à les aligner, parce que ça aussi, j'ai accompagné plusieurs startups sur ces sujets-là et il y a aussi des manquements d'alignement même entre fondateurs et fondatrices. Et donc, c'est juste aussi d'aligner tout le monde autour, voilà, d'un culture deck ou d'un manifesto et de se dire, ben voilà, c'est quoi les valeurs, comment on les applique, c'est quoi les comportements. Ça peut être quelque chose de tout simple au démarrage, mais c'est tellement un outil crucial, moi je trouve, aujourd'hui dans le recrutement. Je comprends pas aujourd'hui comment les recruteurs et les recruteuses peuvent recruter sans culture deck, comment évaluer en fait derrière la culture en entretien. Je trouve ça en tout cas assez compliqué maintenant aujourd'hui. Moi je ne pourrais plus le faire sans ça. C'est quoi une culture deck pour les gens à qui ça ne parle pas du tout? Qu'est-ce que tu mets derrière? C'est quoi? Comment ça marche? Alors c'est vraiment un truc tout simple. Un truc de start-up, ça. Culture deck. Un culture deck, c'est vraiment un PowerPoint. Voilà. T'es même pas obligé de mettre de la couleur, etc. Voilà, c'est juste dire c'est quoi la culture, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est quoi les valeurs, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre ADN, comment ça se décrit de façon plus concrète au quotidien. Et derrière, tu alignes les comportements que tu veux voir ou ne pas voir dans la société. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste de poser les bases et de faire cet exercice-là. En fait, c'est bénéfique à tout le monde. Et on peut potentiellement aussi, si on est une première, voilà, on a 10, une quinzaine de salariés, c'est aussi de leur poser la question, en fait, est-ce que ce qu'on a planché pendant 2-3 jours, ça vous parle, etc. Mais c'est pour moi, c'est le culture deck aujourd'hui est un outil de recrutement et essentiel aujourd'hui pour tout département recrutement pour en tout cas bien évaluer les candidats et les candidates en process. Avant de me dire du coup comment tu utilises un culture deck, tu aurais des exemples de boîtes qui font ça très bien? On te parlait à plusieurs reprises déjà du Contoway. Et du coup, comment ils font ça? Pour les gens qui nous écoutent, comment ça marche? Alors de Contoway, je trouve que c'est l'outil le plus avancé que j'ai vu en fait. Et donc c'est un des cofondateurs qui s'appelle Steve Avani. Waouh. Et il nous dit une culture qui ne fait pas partir des gens, ce n'est pas une culture. Donc déjà, on sent le côté radical. Et en fait, c'est ça aussi une culture d'entreprise, c'est une radicale. C'est faire en sorte, comme on a parlé de groupes sociaux, qu'une personne, un individu s'y retrouve ou pas et se dise « Ah ben ça, c'est une société qui me ressemble » ou « C'est une société qui ne me ressemble pas, donc je ne vais pas postuler, tu vois, sur cette entreprise. » Et là, en fait... en tout cas, tout simplement, en fait, les cofondateurs, tu vois, de Conto se sont posés en fait la question, c'est comment livrer rapidement de la qualité à mesure que nous nous développons, tout en créant un environnement de travail stimulant et bienveillant. La réponse tient en 2 mots, le développement des équipes. Waouh, le people development encore. On n'aurait jamais pensé, tu vois. Quelle idée. C'est la voie secrète et de Conto. Et en fait, ils ont repris en fait le modèle de Toyota. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller lire l'article. Enfin, je pense que tu mettras. Je mettrai le lien. Voilà, tu mettras le lien. Donc, ils ont défini, tu vois, des valeurs, ambition, teamwork, mastery, integrity. Et là, donc ça, c'est vraiment la base. C'est un peu le culture deck. Mais en plus de ça, et c'est ça qu'on appelle the Contoway, c'est qu'ils ont vraiment décrit l'organisation du travail. Comment arriver en fait à délivrer en fait ce qu'on doit faire. Et donc, ils ont mis en place 5 principes.
Donc on pourrait qui reprend vraiment la méthode de Toyota et c'est très très proche. T'en as un en exemple par exemple. Là tu vois, je peux te donner le Jidoka. Jidoka, pas confondre avec le judoka du coup. Non, c'est le Jidoka qui consiste, tu vois, à arrêter le travail dès qu'un problème survient. Donc c'est assez fort et donc tu vois par exemple chez Conto ils ont pas de QA. Tu vois, donc chacun est responsable de sa propre qualité. Tu vois. Donc QA, pour les gens qui ne savent pas, c'est quand on teste à la fin d'un produit, par exemple d'une application sur mobile, il y a des gens qui font, c'est leur job de tester si ça marche ou pas. Voilà. Et du coup, ce que tu me dis, c'est qu'en gros, c'est les gens eux-mêmes, les devs, les développeurs et développeuses eux-mêmes. Si ça marche, ça marche pas. Et en tout cas, ils vont résoudre. C'est pas une autre personne. Ils délèguent pas en disant voilà, on a fait notre taf et puis trop intéressant. Voilà. Donc ça, c'est des partis pris qui sont très fortes. Ou encore, tu vois, tu peux avoir le juste à temps, donc qui est assez aussi très connu dans les méthodologies de Toyota. Ouais. Et par exemple, Conto n'a pas de roadmap ni de backlog, tu vois. Donc c'est assez fort et je pense que pour tous les fans peut-être de product management, je vous conseille vraiment de lire cet article. Ouais, il est vraiment parce qu'en fait voilà. Chez Conto, en fait, quand une fonctionnalité est prête à être développée, en fait, le product management ne va pas tout de suite se lancer sur la suivante, faire des fonctionnalités et donc rajouter du backlog. Et l'objectif, c'est de se dire, tant que les équipes ne sont pas toutes disponibles pour faire la nouvelle fonctionnalité, on ne la fait pas. Et donc, je trouve, tu vois, que c'est ça qui est aussi, tu vois, qui est fort. Ils disent, voilà, nous, on est disponible à partir du 8 janvier ou du 8 mars au 8 juin. C'est à ce moment-là où on sera tous dispo pour faire la fonctionnalité, voilà. Et donc on fera le kick-off et puis on lancera en tout cas la prochaine dispo. Mais avant, tu vois, les PM feront d'autres choses, tu vois, des entrevues d'utilisateurs, des analyses de succès, de la formation, le temps que les devs soient. Et donc ça, je trouve, tu vois, c'est vraiment des partis pris qui sont assez forts. C'est l'optimisation. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'optimisation et donc, et aussi, c'est important, il y a aussi un de ces principes qui est le dojo. Et donc, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est une organisation auto-apprenante? Et j'avais vu aussi un podcast, alors j'ai une mémoire des noms terrible. Learning by Doing, de Baptiste. Peut-être. De Tim Bakery, avec un croissant. Peut-être c'est ça, je sais plus, mais et en fait il posait cette question, mais qu'est-ce que c'est une entreprise apprenante? Et en fait déjà aussi en tant que fondatrice et même en tant que HR people et même en tant que dans le recrutement, c'est comment on apprend. Et là en fait chez Conto, ce qu'ils font, c'est qu'il y a 2 personnes dédiées dans l'équipe product qui font 80% de formation. D'accord. Et tous les lundis, tu vois, genre ils envoient les meilleurs articles qu'ils ont lus, des synthèses. Ils font de la veille pour tout le monde, en fait. Ils font de la veille pour tout le monde parce que c'est vrai, à un moment donné, on a beau se dire, vas-y, on met ce créneau d'1 heure dans nos agendas, mais on sait que ça saute parce qu'il y a Et donc, c'est vrai, voilà. Donc, ils ont 5 principes et ils ont vraiment posé ça sur table. Et j'ai trouvé ça très fort sur, voilà, comment on veut s'organiser, c'est quoi nos principes clés en termes de méthodologie de travail. Et de faire ça, ça permet aussi aux salariés de pouvoir se projeter, en fait. Tu vois, de dire, c'est comme ça que je dois bien faire mon travail. J'ai tous les outils nécessaires pour bien réussir dans ma société. Et je trouve que ça, c'est très fort aussi en termes d'évaluation de la performance. Et de se dire, voilà, bien sûr. c'est comme ça qu'on... Voilà, c'est vraiment un modèle de management lié à l'apprentissage au service de la performance et c'est clair chez Conto, t'y vas ou t'y vas pas, voilà. Ouais, c'est ce que tu as dit au tout début, en fait, c'est qu'une culture doit aussi repousser les gens pour qui ça convient pas. Et là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça a 2 avantages. C'est à la fois bien pour les candidats et candidates pour se projeter, et c'est à la fois hyper intéressant pour les salariés qui sont déjà dans la boîte pour du coup s'évaluer et progresser. Donc en fait, ça a coup double. Donc c'est ce que tu dis, c'est ça ce qui est vraiment chouette. Et du coup, on en vient, quand on a fait ça, donc on a déterminé une culture, par exemple celle de Conto qui est vraiment à part et vraiment unique. On pourrait en citer plein d'autres qui du coup sont comme ça. Souvent, il y a un terme qui revient dans les évaluations, et souvent c'est utilisé un peu n'importe quoi, c'est culture fit ou culture add. Alors comment tu définirais toi ces termes de culture fit et culture add? C'est quoi? Comment ça marche? Et est-ce que vraiment c'est utile? Et comment on fait pour vraiment évaluer la culture en entretien? Ouais. Écoute, déjà, je pense que il y a 2 choses, c'est les valeurs, en quoi nous croyons, et il y a des vertus, c'est ce que nous faisons, voilà. Et je pense que c'est vraiment le lien entre les deux, cette partie culture fit. Et donc, pour moi, en fait, c'est chaque valeur est déclinée en principe actif, décliné en éléments, en exemples positifs et concrets qui permet derrière d'en comprendre la manière que le candidat va pouvoir faire. Et donc
ou l'entreprise, comment les deux en tout cas vont matcher. Pour moi, c'est ça le culture fit, et donc l'objectif en recrutement, qui est un moment très important dans tout processus, tout processus de recrutement. Et ben il y a différentes étapes. Donc on va avoir le screening, on va avoir, je pense que tu as dû bien détailler ça dans le podcast. Il va y avoir les entretiens managers, les entretiens voilà. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai énormément grandi aussi dans ma façon en fait d'évaluer le culture fit. C'est qu'avant, tu vois, dans d'autres boîtes, on faisait un entretien de culture fit. Tu vois. Et donc, souvent, c'était le ou la fondatrice, ou c'était des managers qui étaient formés, en tout cas, au culture deck et de ce qu'on attendait. Voilà, et donc c'était vraiment le ou la fondatrice qui formait le manager ou la manager, tu vois. Mais toujours basé sur le culture deck. C'était jamais un peu parce que des fois c'est à l'intuition le culture toujours deck. J'ai pas senti que la culture ça le ferait. C'est toujours basé au culture deck. Toujours basé sur le culture deck, ouais. Ça c'est vraiment important, ouais. Bien sûr. Et mais tu vois, progressivement, et c'est par rapport aussi à des discussions, c'est qu'on peut faire preuve d'inclusion, d'exclusion avec un culture fit finalement. Et donc c'est vrai que là, je suis en train en ce moment de réfléchir sur ça, sur comment en fait on peut aussi faire attention à pas non plus trop exclure certains groupes sociaux, tu vois, à cause d'un culture deck qui peut être voilà. Et donc l'objectif. Tu aurais des exemples de comment tu pourrais exclure des groupes sociaux par rapport à la culture? Notamment sur hommes-femmes, tu vois. Et donc les sensibilités sont différentes, et donc c'est en effet travailler sur cette inclusivité en tout cas du culture fit ou du culture ad, tu vois. Mais en effet, on sait que voilà d'autres où ça peut être sur LGBT+, et donc c'est sur ces sensibilités-là où on n'a pas envie de recruter le même trentenaire blanc. Bien sûr. Et donc l'objectif c'est ça, c'est aussi ne pas vouloir reproduire des robots, et de se dire voilà comment on peut arriver grâce la culture interview ou aux éléments de culture de recruter aussi une diversité de profils. Voilà. Et donc là-dessus c'est quoi là où les recettes magiques justement pour faire ça sans justement exclure pour les bonnes raisons. Tu veux exclure les gens qui ne correspondent pas à ta culture, mais tu veux pas exclure les gens qui ne correspondent pas du coup à, comme tu dis, parce qu'ils sont différents de toi, tu vas les exclure. Comment du coup, quelle est la recette magique pour justement évaluer la culture? Et donc là, je pense que ce qui est important, et je suis en pleine réflexion là-dessus, tu vois, c'est pas encore, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau pour moi. C'est en fait, c'est de se dire d'avoir plusieurs ambassadrices qui vont représenter, tu vois, différents groupes sociaux, par exemple, qui vont être formés aussi aux cultures deck ou aux cultures ad, tu vois, de l'entreprise, et qui vont être là en fait en tant que gardiens fous, tu vois, entre guillemets, et qui vont être aussi là pour dire attention, voilà, on va pas pouvoir attention à cette terminologie, attention à cette phrase, et qui vont être là vraiment en tant que garant, tu vois, des principes d'inclusivité en entreprise. Et donc je pense que c'est vraiment important de réfléchir aussi à ça, et je pense qu'aujourd'hui avoir un peu d'éléments de culture dans chaque process de recrutement, ça me paraît plus pertinent aujourd'hui que d'avoir juste un entretien de culture pendant 1 heure fait par le fondateur, avec des questions un peu bang bang bang, un peu cash froide. Ça arrive à la fin en plus. Voilà, ça arrive souvent à la fin en plus. Voilà. Ça te pourrit les meilleurs candidats que toi tu t'es battu pour avoir depuis le tout début, et après tu arrives au niveau fondateur-fondatrice et hop, il n'y a plus personne. Goodbye. Ouais. Et donc voilà, donc je pense que exactement, et donc de former les recruteurs et les recruteuses. Bien sûr. Au culture deck et à la culture d'entreprise, ça me paraît primordial aujourd'hui, parce que le ou la fondatrice ou les personnes qui ont été formées passaient du temps en fait à comprendre c'est quoi les comportements, et des fois on parle de 2 heures, donc de 2 heures de formation, ça suffit, ça suffit pour expliquer, tu vois, les grands principes de culture d'entreprise, mais ça me paraît crucial pour éviter notamment du mismatch. Si on veut prendre du terme anglo-saxon, et d'avoir et vraiment de former des ambassadeurs, des ambassadrices à la culture, que ça soit des managers ou des non-managers, qui soient là tout le long
tout le long du process, en binôme avec les différents partis pris. Ouais. Des gens qui vraiment incarnent la culture et qui vont être les plus à même justement de la juger. Exactement. Là-dessus, peut-être que tu connais, c'est Amazon qui a mis les Bar Raiser, qui est du coup une étape finale où justement le but c'est vraiment, ils ont des leadership values, donc des valeurs de management qu'ils vont mettre en place, et les personnes sont justement formées, comme tu dis, à la fin pour évaluer s'il y a ça. Et ça, tu vois, nous on l'avait mis en place par exemple chez Choco et ça marchait super bien. C'était le fondateur qui était un peu le goulot d'étranglement à la fin, et exactement ce que tu racontais, tu vois, où ça arrivait jusqu'au bout, en fait, non, et lui ça lui coûtait du temps, de l'énergie, et les recruteurs étaient frustrés parce que justement ça passait pas cette étape-là. Et donc on a pris les 2 personnes qui selon nous représentaient le plus la boîte en interne, donc des gens qui vraiment étaient l'incarnation en tant que personnage de la culture dans la boîte. Et ces 2 personnes-là, on les a formées justement à la fois aux méthodes que tu racontais là et à la culture vraiment telle qu'on l'a définie, et c'était eux qui faisaient les phases finales. C'était court, 1 demi-heure, mais c'était que sur la culture, et pour le coup qui était l'incarnation de la culture. Pour les candidats c'était génial aussi, tu vois, de se dire qu'il y avait des gens qui représentaient, outre les fondateurs et fondatrices, qui souvent font le boulot. Voilà. Et ça marche super bien, si et seulement si, comme tu l'as dit, on forme les gens à ça. Voilà, c'est vraiment une question de formation, de temps passé, parce que et surtout s'assurer que le recruteur et la recruteuse, et ça c'est un point important, correspond à la valeur d'entreprise. Exactement. Parce que c'est souvent des points où on se rend compte que finalement l'équipe recrutement est totalement en décalage par rapport à la culture de la boîte. Et donc ça arrivé chez un de mes clients. Et donc il y a un problème aussi, tu vois. Donc d'où l'importance de monter sa culture d'entreprise très tôt dans le process, dès aux fondations. Et après, une culture d'entreprise, ça vit. Donc une culture d'entreprise à 30, 200 et 1000, c'est totalement différent. Donc faut pas avoir peur de la réévaluer plus tard. Et c'est pas grave. Oui, il faut la faire évoluer par rapport à ce qui se passe, par rapport aux gens, par rapport au marché, tu l'as dit, par rapport aux crises potentielles. Tes valeurs vont plus être les mêmes. Je sais pas si avant tes valeurs c'était être au bureau tous les jours, c'est chouette. Au Covid, si ta valeur principale c'est ça t'as plus de valeur du coup. Donc faut en trouver d'autres. Ouais. Et comment du coup et c'est la dernière question que je te poserai, Maud, comment du coup tu fais en sorte de savoir si ça a marché? Donc admettons, tu recrutes des gens, ils passent l'épreuve de culture, soit 10 minutes dans l'entretien comme tu proposes, ou une seule étape, ils arrivent, onboarding. Comment tu sais si ça a marché et si les gens sont les bonnes personnes? Ouais. Après, je pense que tu le sais très bien, hein, le recrutement n'est pas une science exacte. Et donc, tu peux toujours avoir des surprises. Et d'où l'importance aussi de la période d'essai et donc de l'évaluation de la performance. Et je pense que ça aussi, c'est la deuxième étape. C'est mettre en place, en fait, une culture de performance, comme l'a fait notamment, comme on en a discuté tout à l'heure avec Conto. C'est comment on va derrière s'assurer que la culture est bien appliquée en entreprise. Et donc là, c'est lié aussi avec la performance, les objectifs, des objectifs de culture, des objectifs aussi tout simplement d'exécution, et de créer en fait des KPIs, de créer des routines, des rituels, des moments, et toujours en tout cas de former les managers à ces différentes étapes-là, de les accompagner et de créer en tout cas cette culture globale d'entreprise. Très clair. Et du coup, en effet, de voir après coup, et donc ne pas s'arrêter la culture au niveau du recrutement, mais du coup, ça devient un sujet RH au final. Une fois que c'est plus un sujet recrutement, que les gens sont intégrés, c'est les fondateurs, fondatrices, les managers intermédiaires, surtout, qui font de la culture, tes collègues. Et les RH. Et les RH, ouais. Après, je pense que les RH sont plutôt là en tant que gardiens. Voilà. Ils soutiennent, ouais. Ils soutiennent, mais c'est la culture d'entreprise, c'est l'affaire de tout le monde. Et en fait, ce qui est le plus beau dans une culture d'entreprise, c'est quand tu as un groupe qui en fait s'auto-évalue et se te dire là c'est pas du tout ce qu'on s'est dit, c'est en contrepartie de notre culture, et de eux d'être capables en fait à une réunion de s'auto en fait gérer, tu vois. Et c'est ça en fait l'objectif, c'est aussi de responsabiliser derrière les salariés, et c'est l'objectif pour moi final, c'est la culture d'entreprise permet la responsabilisation des salariés, et ils savent en fait connaissent le cadre et ils savent s'auto-gérer. Ouais, t'as l'appartenance en fait derrière via tout ça. Quoi. Ouais. Ok, trop chouette. Merci pour toutes ces réponses, Maud. T'as amené plein de choses, plein d'exemples à aller creuser. Je pense que les gens vont tous se ruer sur de Conto Way. Tu vas faire péter leur site internet comme quand tu passes sur M6 à l'heure de grande écoute et qu'après les sites crashent. On arrive du coup à la fin. Comme tu le sais, il y a 3 questions que je pose à toutes et à tous mes invités. J'ai pas préparé ça.
Oh là 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 là. Ça va être des questions, attention, elles sont très pièges. Première question, qu'est-ce que la vie? Non. Ah oui. C'est un truc horrible, tu sais. Ma première question, elle est très simple. Si tu devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un aujourd'hui qui recrute, ça peut être recruteur, recruteuse, RH, manager, peu importe, un conseil que tu donnerais par rapport à ton expertise pour quelqu'un qui recrute, un seul. Donc moi, je navigue dans l'univers des startups. Ouais. Moi, le conseil que je donne pour toi qui navigue dans l'univers des startups aussi, c'est vraiment de créer une relation, vraiment un duo avec le ou la fondatrice, Ouais. parce que ça me paraît vraiment crucial de bien communiquer et de bien créer votre système à deux. Moi, c'est ce qui a bien marché chez Stanley et ce qui fait derrière qu'on arrive à important. Ouais, à avancer, ouais. Ok. Deuxième question. Tu échoues demain sur une île déserte, Maud. Oui. Et tu as le droit à un contenu. Ça peut être ce que tu as, un contenu recrutement ou RH du coup, ou autre chose, business. Ça peut être un podcast, ça peut être un livre, ça peut être, je sais pas, ça peut être un album de Céline Dion. Tu penses ce que tu veux. Quel est vraiment le contenu que tu gardes avec toi sur une île déserte si jamais tu échouais? Moi, je prendrais mon film préféré qui s'appelle Cloud Atlas. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est un livre vraiment un film philosophique qui retrace 5 époques de la préhistoire à la pré-évolution futuriste. Okay. Et tu vois en fait des personnages qui grandissent, qui évoluent dans le bien, dans le mal. Et c'est un film qui est, je trouve, inspirant. Et qui te dit en fait que tes actions aujourd'hui vont avoir un impact sur le futur. Okay. C'est pour moi c'est un film que je regarde assez souvent et qui m'inspire au quotidien. Ouais. Trop bien. Écoute, je le mettrai dans la description. Ça a l'air sympa. Il y a Tom Hanks en plus ouais, dedans. Donc, Ali Berry, ça a l'air chouette. Ouais. Dès qu'il y a Tom Hanks, tu peux te dire que tu vas à minima, le film sera pas mauvais. Il sera pas un chef-d'œuvre, mais à minima, il a pas été beaucoup connu ce film-là. Je déplore, mais il est juste magique, ouais. Trop bien. Et dernière question, pour clôturer du coup cet épisode, c'est le balance ton tam-tam. Donc, Est-ce qu'il y a une personne que tu connais qui est quelqu'un de génial dans l'univers du recrutement ou des RH et qui tu estimes n'a pas assez la parole? Donc soit elle est vraiment inconnue au bataillon, fait un boulot de monstre en back-office et mérite d'être mis à la lumière, genre paf, coup de projecteur, ou alors quelqu'un qui est déjà un peu à la lumière mais qui mérite d'être encore plus en lumière sur un sujet recrutement. Waouh. Il y a beaucoup Je peux en donner plusieurs aussi. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs, recruteuses qui méritent la lumière, notamment dans le recrutement tech. Là, est-ce que spontanément, il y a des noms qui te viennent J'ai pas de noms qui me viennent. Il y en a trop, c'est ça. Du coup, ça fait une sorte de goulot d'étranglement. Tu sais, genre, il y a trop de noms. Je suis sûre que ça va me revenir après. Si tu veux, je te donnerai les noms. Et je les rajouterai après. Je les rajouterai, ça mais marche. Je te donnerai 2-3 noms dans le recrutement tech qui est quand même difficile. Ouais. Je pourrais te donner Sonia Sourou par exemple qui est extraordinaire en termes de sourcing, vraiment une chercheuse, j'ai jamais vu ça, donc elle est franchement impressionnante. Ça marche. Écoute, on salue Sonia qui, on espère, nous écouter jusqu'au bout de cet épisode. Merci Maud d'être venue dans cet épisode de Tam Tam. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on aille du coup manger? Parce que moi, je crève la dalle, il est 1h30 et j'ai faim. Est-ce que tu as un mot pour clôturer cet épisode? N'oubliez pas vos scorecards. N'oubliez pas vos scorecards. Écoute, splendide. Merci à toi. Passe une très bonne journée et à très vite. Salut. Bye. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast-là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.